de relative autonomie parce que tant la présidence que la composition du conseil d'administration de la société d'État sont assurées par des nominations qui émanent du gouvernement. Mais il demeure facile de concevoir que le diffuseur public demeure tout de même plus autonome lorsqu'il est ainsi placé à distance du gouvernement que s'il ne répondait uniquement ou directement qu'à un membre du cabinet, par exemple au ministère du patrimoine canadien. Aussi est-il important de considérer l'envergure du bras du gouvernement pour vraiment juger si oui ou non ces filtres favorisent une qualité démocratique qui bénéficie à la concitoyenneté. La relative autonomie des organismes indépendants financés par le gouvernement est également tributaire de la relative autonomie des autres organismes. Lorsque d'un côté le bras du gouvernement se raccourcit, lorsqu'il ramène un organisme plus près de son giron, pour ainsi dire, c'est l'ensemble du système qui bouge, encore une fois, pour ainsi dire. Le cas Radio-Canada est sans doute intéressant parce qu'il ajoute au poids culturel de l'institution l'intégralité journalistique de son service des nouvelles. Nonobstant cet autre débat, l'éventuelle loi numéro 1 sur le plan d'action économique de 2013 pourrait avoir un impact certain sur tout ce système d'agents intermédiaires ou de filtres qui assure la relative autonomie des organismes publics les uns envers les autres, de même que la relative autonomie de ce système vis-à-vis le gouvernement fédéral. En regard de cette loi et du poids de Radio-Canada comme institution culturelle, c'est toute la politique publique culturelle canadienne qui doit être considérée et qui subit un changement dès lors que le bras du gouvernement raccourcit pour entretenir des nouveaux rapports avec son diffuseur public.